On va charger la poubelle. Celle-ci? Ouais. Je m'appelle Berthold Meyer et aujourd'hui, j'enquête sur l'économie de l'hydrogène. Ce camion poubelle roule à l'hydrogène produit à partir d'énergies renouvelables. On la met toujours sur le côté. Plus on veut de renouvelables, plus on a besoin de flexibilité. Et si on veut être flexible, il faut des capacités de stockage, donc de l'hydrogène. Certains rêvent de mettre de l'hydrogène partout. Dans les voitures, dans les systèmes de chauffage, on le qualifie de nouveau pétrole, mais ce n'est pas le cas. Le potentiel est énorme, pas seulement au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique du Nord et ailleurs. Sans ces pays producteurs, on ne pourra pas décarboner l'économie. En gros, vous avez l'exploitation des ressources naturelles pour satisfaire les besoins de l'Europe. Et dans le même temps, les coûts environnementaux et socio-économiques sont externalisés dans les pays exploités. L'hydrogène suscite actuellement autant d'engouement que de controverses. Selon les uns, c'est un espoir pour la protection du climat. Pour les autres, c'est un gaspillage d'énergie. Alors, l'hydrogène ne serait qu'un mirage de la transition énergétique ? On présente parfois l'hydrogène comme le pétrole de demain. Et après tout, pourquoi pas? C'est l'élément chimique le plus répandu dans l'univers. Il serait dommage de ne pas exploiter cette manne. Et à Wuppertal, on y travaille déjà. L'usine d'incinération de déchets. Le spectacle a quelque chose d'apocalyptique, mais c'est de cette façon qu'on produit ici de la chaleur et de l'électricité. Jusqu'à présent, l'énergie était injectée dans le réseau de la ville. Désormais, elle alimente un électrolyseur qui sépare les deux éléments qui composent l'eau, l'oxygène et l'hydrogène. Cet hydrogène permet de faire fonctionner 20 bus. Les véhicules sont équipés de piles à combustible qui transforment l'hydrogène en courant pour alimenter leurs moteurs électriques. À première vue, le système peut paraître génial. Il est pourtant critiqué. On dit que la création d'hydrogène consomme beaucoup trop d'énergie et revient trop cher pour le chauffage ou pour alimenter des bus de ville. Donc, soit la municipalité de Wuppertal gaspille l'argent de ses administrés, soit elle jette les bases d'une future filière hydrogène. Je vais en discuter avec Andreas Meyer. Il est ingénieur et chargé du projet pour la ville de Wuppertal. Selon lui, sans hydrogène, il n'y aura jamais ni bus ni camion poubelle neutre en carbone. Monsieur Meyer, en Allemagne, l'économie de l'hydrogène en est encore à ses balbutiements. Que se passera-t-il si l'hydrogène reste un mirage de la transition énergétique et qu'il est impossible de s'en procurer assez et à un coût abordable pour alimenter des centaines de bus ? Pour l'instant, nous sommes autosuffisants, du moins pour les premières lignes de bus déployées. Nous produisons nous-mêmes notre électricité à partir de l'usine d'incinération de déchets. Donc, pour moi, ce n'est pas un mirage. Par ailleurs, au-delà de Wuppertal, je n'imagine plus l'avenir énergétique de l'Allemagne et de l'Europe sans hydrogène. Plus on veut de renouvelables, plus on a besoin de flexibilité. Et si on veut être flexible, il faut des capacités de stockage, donc de l'hydrogène. Je ne vois pas d'alternative à la stratégie que nous avons choisie. Et je ne suis pas le seul. Beaucoup de villes ont choisi de simples bus à batterie électrique pour leur réseau de transport. Pourquoi avoir opté pour des véhicules à hydrogène ? C'est une question de topographie. Nous n'avons pas de haute montagne, mais la ville est très vallonnée. Et pour franchir les 250 mètres de dénivelé depuis la vallée jusqu'au quartier en hauteur, un bus viderait trop rapidement sa batterie. Les bus et les camions poubelles sont des véhicules lourds qui transportent des charges lourdes. Il faudrait les équiper de batteries de très grande capacité pour grimper toutes ces rues en pente. Ces grosses batteries prendraient la place de passagers ou de déchets, donc on a exclu d'emblée cette solution. Nous avons besoin de bus qui ont une autonomie de 250 à 300 km. Et pour l'instant, seuls les véhicules équipés de piles à combustible sont assez performants. La transformation, d'abord de l'électricité en hydrogène, puis de l'hydrogène en électricité, c'est un gouffre énergétique. Il ne vaudrait pas mieux utiliser des bus à batterie, qu'on peut recharger directement en électricité ? À l'avenir, à mesure que la mobilité électrique va se développer,
Il n'y aura plus seulement les bus à recharger la nuit. Tout le monde voudra brancher son véhicule personnel. Ça signifie qu'on aura à ce moment-là une demande énorme en électricité. Donc, des coûts élevés. D'autant que la nuit, il n'y a pas de photovoltaïque et le vent tombe. Recharger les batteries la nuit pourrait coûter cher à l'avenir. À Wuppertal, on veut donc prendre les devants, puisqu'il suffit d'utiliser l'électricité bon marché générée les jours de soleil ou de grand vent. On stocke ensuite l'hydrogène produit et on peut faire le plein des bus à n'importe quel moment. On peut aussi se chauffer à l'hydrogène. À Wuppertal, on y réfléchit sérieusement. Pourtant, à puissance égale, les technologies de chauffage alternatives comme la pompe à chaleur sont moins énergivores, parce qu'elles utilisent la géothermie, la chaleur du sol. Alors, pourquoi s'accrocher malgré tout à cette solution ? Il n'y a pas une solution unique pour tout. Si je veux chauffer en géothermie un grand immeuble collectif avec beaucoup de logements, il faudra creuser à des centaines de mètres de profondeur. Dans ce cas, le système est peu efficace parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour pomper l'air chaud. Dans certaines configurations, la géothermie est parfaitement indiquée et l'hydrogène n'a pas de raison d'être. En fait, tout dépend des cas. C'est la leçon à retenir. Il n'y a pas de solution unique. Nous n'avons plus devant nous 100 ans de diesel ou 100 ans de chauffage urbain. Nous sommes entrés dans un processus de transformation. Et c'est le devoir d'une municipalité de proposer l'hydrogène quand c'est la bonne solution. À Wuppertal, l'hydrogène a déjà le vent en poupe. Il semble donc tout naturel que les politiques voient dans ce combustible le pétrole de demain. D'ailleurs, ce rêve n'est pas nouveau. Il y a près de 150 ans, Jules Verne l'évoquait déjà dans L'île mystérieuse. À la question « Quel combustible alimentera les usines, les locomotives et les bateaux si le charbon vient un jour à manquer ?», l'ingénieur Cyrus Smith répond « L'eau, décomposée sans doute par l'électricité. Oui, je crois que l'eau sera un jour employée comme combustible. Une source de chaleur et de lumière inépuisable. L'eau est le charbon de l'avenir. » Une vision prophétique. Certes, les mines de charbon ne sont pas encore épuisées, mais la crise climatique nous oblige à revoir notre façon de penser. L'hydrogène peut être produit avec de l'électricité éolienne et solaire, de façon propre et durable. Ce rêve d'un hydrogène renouvelable serait-il en passe de devenir réalité ? On peut le croire quand on voit les projets des grandes institutions. La Commission européenne veut passer la production annuelle d'hydrogène vert de 0 à 10 millions de tonnes d'ici 2030. Pour répondre à cet objectif, l'Allemagne mise sur de gigantesques parcs éoliens en mer du Nord. La France sur le nucléaire. Les deux pays injectent des milliards dans la filière hydrogène. On voit ainsi fleurir les stations-service à hydrogène, pas seulement pour les bus, mais aussi pour les poids lourds et les voitures. De nombreuses villes testent les taux d'hydrogène qu'on peut injecter dans le réseau existant de distribution de gaz. Bientôt peut-être, on se chauffera et on cuisinera à l'hydrogène. Et si tout cela n'était qu'un effet de mode ? Je vais poser la question à Claudia Kempfert. Elle est économiste de l'énergie et travaille pour l'Institut allemand d'études économiques. Sa position sur l'hydrogène est pour le moins prudente. Je la retrouve pour une promenade sur la Spree. Nous revenons de Wuppertal, et là-bas, les bus sont propulsés par une pile à combustible et ont un réservoir à hydrogène sur le toit. Ils sont performants, ils ont une autonomie importante et on fait le plein rapidement. Est-ce que ce n'est pas une solution préférable aux véhicules à batterie qui ont une faible autonomie et qui sont très longs à recharger ? Bon, d'abord, il y a des bus électriques qui ont une autonomie importante. Les batteries sont de plus en plus performantes et on peut rouler de plus en plus longtemps avec. Il faut savoir que la production d'hydrogène revient très cher. C'est un peu le champagne des sources d'énergie. On utilise 3 à 5 fois plus d'électricité verte pour le produire qu'en utilisant directement l'énergie renouvelable créée. Donc c'est une denrée rare. Elle doit être réservée à des cas particuliers quand il n'est pas possible de faire autrement. Par exemple dans le secteur de l'industrie et du transport routier et maritime. Mais aujourd'hui, certains rêvent de mettre de l'hydrogène partout, dans les voitures, dans les systèmes de chauffage. On le qualifie de nouveau pétrole, or ce n'est pas le cas.
Il est beaucoup plus efficace et moins cher d'utiliser directement l'énergie verte. À propos de chauffage, est-ce qu'il est judicieux d'utiliser les conduites de gaz existantes pour distribuer l'hydrogène comme solution de chauffage? Non, il est bien plus efficace d'utiliser les pompes à chaleur parce qu'elles requièrent moins de courant que la production d'hydrogène. Et c'est la position de beaucoup de régies municipales. Elles disent non, on préfère démanteler le réseau de gaz et installer des pompes à chaleur qui sont plus efficaces. On a de l'électricité verte, chacun peut en produire sur son toit. Les pompes à chaleur sont plus cohérentes avec la transition énergétique. En clair, on peut alimenter jusqu'à 5 fois plus de bus, de voitures et de chauffage en utilisant directement l'électricité verte au lieu de la convertir d'abord en hydrogène. Mais dans certains secteurs, cet usage direct n'est pas envisageable. Le secteur de l'industrie fourmille d'exemples où il est impossible de remplacer le gaz par des alternatives électriques. On a donc besoin de beaucoup d'hydrogène pour maintenir la production industrielle, non? Oui, c'est exact. On a besoin d'hydrogène vert pour l'industrie. Et comme la production de cet hydrogène est très énergivore, il faut qu'il alimente en priorité l'industrie, parce que le niveau des technologies actuelles ne permet pas de faire autrement. Dans le domaine de l'industrie lourde, par exemple, dans les aciéries, il est pratiquement impossible d'utiliser directement l'électricité. Là, l'hydrogène vert est pertinent. Et certains acteurs de l'acier européen sont déjà en train de convertir leur production. Si on a besoin d'hydrogène vert pour l'industrie, ça veut dire qu'il serait logique de mettre en place une filière hydrogène en Europe, non? Oui, c'est tout à fait pertinent, d'autant que c'est une filière créatrice d'emplois et de valeur. Il faut toutefois garder bien en tête que l'hydrogène n'est pas le nouveau pétrole. Je le répète, c'est vraiment le champagne du secteur de l'énergie, du fait de ses coûts de production. Donc oui, il faut mettre en place des coopérations qui permettront à terme d'importer de l'hydrogène bas carbone en Europe ou de le produire ici. Mais on ne pourra pas en produire suffisamment à nous seuls. Il faudra nécessairement qu'on en importe une partie. Et comment on fera pour le transporter? Il faudra une toute nouvelle infrastructure. On aura besoin de bateaux qui n'existent pas encore. Je crois qu'il y en a un pour l'instant. Tout le monde parle déjà de filière mondiale de l'hydrogène, mais il faut d'abord la construire. Il faudra des pipelines, mais ça aussi c'est onéreux, tout comme les infrastructures pour le réceptionner. Donc, l'économie mondialisée de l'hydrogène, c'est pas pour demain. Conclusion, avant de penser au deuxième pas de la transition énergétique, il faut déjà faire le premier. Pour produire l'hydrogène décarboné du futur, on aura besoin de beaucoup d'électricité verte. Donc la première chose à faire, avant même de réfléchir à la rentabilité de l'hydrogène vert, c'est de développer massivement les énergies renouvelables. Pour résumer, l'hydrogène reste pour l'instant le champagne de la transition énergétique. Un produit qui a du potentiel, mais qui est rare et cher. Il n'est pas très indiqué pour faire le plein de nos voitures ou chauffer nos logements. En revanche, les secteurs de l'industrie et des transports en ont grand besoin. Alors, comment répondre à cette demande colossale en énergie? La France mise sur le nucléaire, mais elle se débat déjà avec ses centrales. L'Allemagne et l'Union européenne favorisent donc l'importation. Reste à savoir qui pourra fournir l'Europe et comment transporter l'hydrogène. Deux questions cruciales qui font toute la différence entre un miracle et un mirage économique. À Erlangen, l'ingénieur Daniel Teichmann connaît les choses-trappes du transport de l'hydrogène. Un gaz hautement inflammable et si léger et volumineux qu'il est très difficile à stocker. Même à l'état liquide, une unité de volume d'hydrogène transporte 4 fois moins d'énergie qu'une unité de volume d'essence. Et pour le liquéfier, il faut d'abord le refroidir à très basse température. Un procédé hyper énergivore qui réclame des infrastructures nouvelles. Le coût prohibitif de l'ensemble fait obstacle au développement de la filière hydrogène. L'entreprise de Daniel Teichmann veut changer la donne avec une autre technique, le liquide organique porteur d'hydrogène, ou LOHC. Ces petits bocaux sont censés permettre à l'Europe de réaliser son rêve d'importation d'hydrogène. Monsieur Teichmann, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? C'est une nouvelle façon de stocker l'hydrogène en grande quantité et de façon sécurisée. Elle permet de le manipuler facilement. Et l'avantage, c'est qu'on peut utiliser les mêmes infrastructures que pour les carburants liquides.
Donc il y a beaucoup d'hydrogène dans ce flacon. Oui, en tout cas dans le vôtre, pas dans le mien. On peut le voir à la couleur du liquide. S'il est jaune, c'est qu'il n'est pas chargé. Quand il est chargé en hydrogène, il devient transparent. Et on peut lier beaucoup d'hydrogène à ce liquide. Pour vous donner une idée, on en stocke 5 fois plus sous cette forme que sous pression, comprimé à plusieurs centaines de bars. Le LOHC a plus ou moins la même densité de stockage que l'hydrogène liquide. Mais il faut beaucoup d'énergie pour inverser le processus et libérer l'hydrogène. Pour Daniel Teichmann, cet inconvénient est largement compensé par ses avantages. C'est dangereux? Ça explose si je le fais tomber? Non, ça ne peut pas du tout exploser. Et c'est le grand avantage de ce procédé. Il n'y a plus de molécules d'hydrogène là-dedans. Elle a été liée chimiquement à son support liquide. Vous pouvez essayer d'y mettre le feu, vous verrez que ça ne peut pas exploser. Donc c'est une solution extrêmement sûre. Est-ce que je peux stocker ce LOHC dans des camions ou des bateaux-citernes sans apporter la moindre modification au véhicule? Oui, tout à fait. D'ailleurs, nous avons ici un camion-citerne qui nous sert à livrer la station-service d'Erlangen. C'est le même que ceux qui transportent de l'essence ou du diesel. C'est dingue. On remplit la citerne avec des tuyaux tout à fait standards, reliés à un réservoir souterrain lui aussi standard. C'est ce qui fait l'attrait de cette technologie. On n'a pas besoin de construire des infrastructures complexes et coûteuses pour mettre l'hydrogène sous haute pression ou à des températures cryogéniques. Vous étiez récemment aux Émirats Arabes Unis avec le vice-chancelier allemand pour voir si on pouvait importer de l'hydrogène vert en Allemagne. Mais aux Émirats Arabes Unis, la part d'énergie non fossile dans le mix énergétique est de moins de 2%. Est-ce que c'est vraiment indiqué d'importer de l'hydrogène vert d'un pays qui produit si peu d'énergie alternative? Je dirais que oui, parce qu'il faut bien faire la différence entre la réalité et le potentiel. Et là-bas, le potentiel est énorme. Pas seulement au Moyen-Orient d'ailleurs, mais aussi en Afrique du Nord et dans d'autres régions du globe. À l'ère de la décarbonation de nos sociétés, les ressources naturelles d'un pays ne sont plus les énergies fossiles, mais le soleil et le vent. Là-bas, un même panneau photovoltaïque de prix équivalent va produire environ 5 fois plus d'énergie qu'en Allemagne, parce que les conditions sont excellentes. Et enfin, si l'Europe, par exemple, montre la voie en créant des débouchés pour l'hydrogène vert, ces pays vont bien sûr essayer de se placer sur ce marché. Et ça va les encourager à investir massivement dans les énergies renouvelables, ce qui ne profitera pas seulement à l'Europe, ça favorisera aussi la production d'électricité verte pour un usage local. Mais dans ce cas, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que ces pays du Sud utilisent directement leur énergie verte, au lieu de la transformer en hydrogène, puis en LOHC, avec une forte perte d'efficacité à la clé, pour ensuite l'exporter vers l'Europe? Il faut faire l'un sans empêcher l'autre. Je pense que les deux sont justes. Bien sûr, ces pays doivent eux aussi pouvoir décarboner leur production et s'approvisionner en énergie renouvelable. Mais là-bas, le potentiel est quasiment infini. Ce serait presque dommage pour eux de ne pas en tirer parti. C'est dans leur intérêt de devenir des pays fournisseurs d'hydrogène propre. Et c'est absolument crucial pour nous et pour l'Europe, parce que sans eux, on ne pourra pas décarboner nos économies. En Allemagne, on n'a ni le potentiel ni l'espace pour nous approvisionner nous-mêmes à 100%. Tout pourrait donc être très simple. Les pays riches en énergie éolienne et solaire, comme les Émirats Arabes Unis, nous fourniraient de l'hydrogène en masse dans les mêmes tankers qu'ils utilisent aujourd'hui pour transporter le pétrole. Ce serait la transition énergétique parfaite. Reste à savoir si le plan peut fonctionner à un prix raisonnable, avec le LOHC ou des procédés concurrents comme l'ammoniac. Quoi qu'il en soit, beaucoup de pays sont déjà sur les rangs. Pas seulement les Émirats, mais aussi le Qatar, l'Espagne, la Norvège, l'Australie, le Canada, le Chili, la Namibie, l'Afrique du Sud et le Maroc. On voit partout fleurir des accords avec l'Allemagne sur l'hydrogène. Le Maroc a l'ambition de devenir un champion mondial en la matière. Avec l'aide de l'Europe, il a construit le plus grand complexe solaire thermodynamique des pays du Sud, Nour Ouarzazate. On y produit de formidables quantités d'énergie grâce à la chaleur du soleil. Pour l'instant, elle n'est pas encore exportée, mais le groupe Total Energy a projeté de construire un complexe 5 fois plus grand dans le sud du pays, exclusivement dédié à l'exportation d'hydrogène. L'exploitation par l'Europe du soleil d'Afrique du Nord est-elle vraiment gagnante pour tout le monde, comme l'affirme Daniel Teichmann? J'ai rendez-vous avec Hamza Hamouchen. Ce chercheur et militant algérien scrute les ambitions énergétiques européennes au Maghreb pour le compte d'une ONG néerlandaise, The Transnational Institute.
Est-ce que c'est une bonne idée de faire en sorte que les pays du Sud n'exportent plus de combustibles fossiles, mais plutôt de l'énergie verte? Ces économies sont fondées sur l'extractivisme, c'est-à-dire que ce sont des modèles de développement prédateurs. En gros, il y a extraction de ressources naturelles pour satisfaire des besoins extérieurs, par exemple les besoins européens, et dans le même temps, on externalise les coûts environnementaux et socio-économiques de cette extraction dans les pays exploités. Ce modèle, fondé sur l'exportation, a été imposé dès l'époque coloniale et il a perduré dans les relations néocoloniales établies par la suite. Alors, ma question c'est, pourquoi remplacer une forme d'exportation par une autre, tout en maintenant le même type de dépendance? Mais si on regarde les réalisations concrètes, comme le parc solaire de Noor Ouarzazate au Maroc, c'est l'un des plus grands complexes solaires du monde et il produit énormément d'électricité propre. Ce projet a pu être mené à bien grâce à une coopération entre des entreprises européennes et marocaines. Alors, pourquoi ce serait problématique? En 2016, j'ai écrit un article sur cette centrale et je l'ai qualifiée d'accaparement vert, parce qu'elle a été construite sur 3000 hectares de terres communales. Les communautés agropastorales locales faisaient paître leurs bêtes depuis des siècles sur ces terres. Et on leur a confisqué. Elles ont été saisies sans leur consentement. Les populations n'ont même pas profité du projet. Il n'y a pas eu de création d'emplois et pas d'argent pour le développement local. Ensuite, j'en viens au statut écologique du projet. La centrale est bâtie dans une région semi-aride et elle repose sur une technique qu'on appelle le solaire thermodynamique, ou CSP pour Concentrated Solar Power. Ce procédé nécessite beaucoup d'eau pour refroidir le système et aussi pour nettoyer les panneaux. Donc, dans une région semi-aride comme le Maroc, on prend de l'eau d'un barrage voisin, on détourne l'eau potable destinée à la consommation et à l'agriculture. Et ça, c'est extrêmement problématique. Hamza Amouchen s'oppose à ce que la population marocaine supporte les coûts de construction de futures mégacentrales pour que l'énergie produite soit ensuite exportée sous forme d'hydrogène. Selon lui, il incombe à l'Europe de soutenir la transition énergétique au Maghreb, tant du point de vue technique que financier, et ce, sans contrepartie. Si on cumule les émissions de CO2 produites au cours de l'histoire, on voit que les pays de l'Union européenne sont responsables de 20 à 23% de toutes les émissions. De son côté, l'Afrique n'est responsable que de 2 à 3% des émissions de CO2 cumulées. Donc, historiquement, on voit très clairement que les nations les plus riches, qui sont celles du Nord, ont une plus grande part de responsabilité. C'est donc à elles de contribuer le plus à la lutte contre le changement climatique et d'aider les nations les plus pauvres à décarboner leur économie et à s'adapter aux impacts du changement climatique. Et c'est l'héritage du colonialisme et des hiérarchies néocoloniales. Au lieu de partager leur technologie, les entreprises allemandes la monopolisent. Non, c'est un bien commun. Nous allons vers une crise mondiale. Il y a des gens qui meurent, il y a des populations déplacées, des famines. Nous devons partager nos ressources à l'échelle planétaire. Vous ne pouvez pas juste vous dire « il faut que l'Allemagne atteigne son objectif de neutralité carbone ». Mais comment l'Allemagne pourra-t-elle atteindre cet objectif sans importer de grandes quantités d'énergie propre? Par exemple, de l'hydrogène vert. Je suis sûr que l'Allemagne est capable de trouver une solution. Vous allez y arriver, je le sais. Mais laissez-moi vous répondre par une autre question. Donc, le Maroc prévoit d'atteindre 50% de renouvelables dans son mix énergétique d'ici à 2030. Et voici ma question. Comment est-il possible, et même envisageable, d'atteindre cet objectif avec toutes les pressions venues de l'étranger pour produire de l'hydrogène vert et l'exporter, sachant que ces exportations se font au détriment de sa propre transition énergétique? Nous avons besoin d'économies qui donnent la priorité aux besoins locaux. Il faut créer des emplois, encourager le développement durable et progresser dans la transition énergétique. Et c'est seulement ensuite, quand on atteint une certaine quantité d'énergie renouvelable,
je dirais autour de 70 à 80% du mix énergétique, qu'on peut envisager de l'exporter. J'ai rien contre l'exportation, l'entraide est nécessaire, bien sûr. Mais il ne faut pas qu'elle se fasse à nos dépens. Ça fait réfléchir. L'hydrogène vert ne peut pas être la solution miracle pour la transition énergétique s'il fait perdurer des rapports commerciaux néocoloniaux. De l'hydrogène en abondance, ce n'est pas pour tout de suite, en espérant que ça ne se fasse pas au détriment des pays du Sud. Il vaudrait mieux faire appel à des pays industrialisés, comme le Canada ou la Norvège, déjà gros producteurs d'énergie verte. Mais leur soutien suffira-t-il à faire passer l'hydrogène du statut de champagne de la transition énergétique à celui d'eau minérale? Sans doute pas dans un avenir proche. Mais j'ai compris une chose. L'Europe n'atteindra pas la neutralité carbone sans hydrogène. Alors, mieux vaut commencer à construire tout de suite la filière. La crise climatique nous laisse peu de temps. Sachons l'employer à bon escient.